Rebonjour ou bonjour pour ceux qui nous rejoignent et merci beaucoup d'être avec nous pour cette troisième et dernière conférence de la journée. Pour ceux donc, qui, je le disais, nous rejoignent, bienvenue, vous allez voir, ça va être passionnant. Pour les autres qui nous ont suivis sur les autres conférences, merci de votre fidélité. On a encore plein de sujets à évoquer ensemble. Alors là, nous allons élargir, on a beaucoup parlé de Bordeaux, de la métropole en début de journée. On va élargir un peu nos horizons bordelais et partir à l'étranger avec cet échange sur la coopération internationale en matière d'eau. Quelques chiffres généraux avant de commencer. Aujourd'hui, le monde compte 8 milliards de personnes et plus de 2,2 milliards d'entre elles n'ont pas accès à de l'eau potable gérée en toute sécurité, soit un petit peu plus d'une personne sur 4 dans le monde. Et d'ici 2025, la moitié de la population mondiale vivra dans des régions soumises au stress hydrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la demande en eau dépasse les ressources disponibles. Alors de nombreux acteurs et collectivités de Nouvelle-Aquitaine, dont Bordeaux Métropole, on le développera largement, s'engagent déjà dans des projets pour l'accès à l'eau, pour l'hygiène, pour l'assainissement à travers le monde. Cette semaine, vous l'avez peut-être entendu, se tenait à New York la conférence des Nations Unies sur l'eau, la première depuis 1977. C'est dire si le sujet fait enfin l'actualité et s'il y a urgence. Et c'est le signe que la question de la gestion et du partage de la ressource est un des enjeux majeurs du XXIe siècle. Pour évoquer ce sujet avec nous, Céline Papin, vice-présidente de Bordeaux Métropole, en charge de l'équilibre des territoires, des relations internationales et du dialogue citoyen. Merci beaucoup d'être avec nous. Charles-Michel Vigier, ingénieur en charge des projets eau et électricité chez APV Togo. Merci également. François Auroux, hydrogéologue et bénévole chez Hydraulique sans frontières. Merci. Et Colin McDonald, co-gérant chez Dynamo, qui a un stand aussi, je crois, sur président. Pourquoi j'ai mauvais? Bon, excusez-moi, président, les choses sont rétablies chez Dynamo, qui a un stand un petit peu plus loin sur le village de l'eau. Merci mille fois d'être avec nous. Céline Papin, je me tourne vers vous pour commencer. Quelle forme globalement prend l'action internationale des collectivités locales dans le domaine de la gestion et de l'accès à l'eau potable à l'international? Alors, c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. Mais bon, on va poser peut-être le décor un peu pour le grand public qui nous suit. Tout à fait. Alors peut-être juste en préambule, vous avez évoqué effectivement quelques sujets qui montrent bien à quel point cette question de l'eau et l'assainissement est cruciale pour les actions d'aide au développement et les actions de solidarité internationale. On parle aussi beaucoup, vous avez évoqué l'eau potable, l'accès à l'eau potable, on ne parle pas souvent de l'assainissement, qui est aussi un autre axe particulièrement important. On a 50% de la population mondiale qui aujourd'hui n'a pas accès à un assainissement de qualité, et ça pose aussi d'autres difficultés, puisqu'effectivement sans ces actions dans ce domaine-là, il y a d'autres politiques publiques qu'on ne peut pas mettre en œuvre, notamment l'accès à l'éducation. On le sait, c'est un frein majeur pour l'éducation et particulièrement des jeunes filles, le fait qu'il n'y ait pas d'eau et d'assainissement dans les écoles qui sont donc dans ces pays-là, mais aussi évidemment la question égalité femmes-hommes qui est, on va dire, est un corollaire aussi de cette problématique de l'eau et de l'assainissement. Pour en venir à Bordeaux Métropole, voilà, je vais juste. Bien sûr. Effectivement, c'est un peu le propos bien sûr de cette conférence. Peu de citoyens le savent, je crois, et pourtant les collectivités locales ont une action assez significative sur le développement de projets d'accès à l'eau et à l'assainissement dans les pays du Sud, à travers notamment un dispositif qui s'appelle le dispositif Oudin-Santini. C'est un dispositif qui a été créé par la loi du même nom en 2005. Et que Bordeaux Métropole active depuis maintenant 10 ans, donc en fait les 10 ans de l'activation à Bordeaux Métropole. Et grâce à ce dispositif, on peut dédier jusqu'à 1% des recettes de nos services d'eau et d'assainissement à des actions de solidarité internationale. Et donc c'est ce que fait Bordeaux Métropole depuis maintenant 10 ans. Et en 10 ans, avec 2 millions d'euros, nous avons pu cofinancer 53 projets dans une vingtaine de pays, qui ont permis effectivement de développer l'accès à l'eau et aux services d'assainissement. Alors ça peut prendre la forme, de soutien à des projets associatifs à travers des appels à projets. Vous aurez tout à l'heure
quelques exemples et pour un petit peu mieux appréhender ce que ça peut recouvrir concrètement. Mais c'est aussi un effet levier financier pour nos projets de coopération décentralisée. Donc on a des zones partenaires, Bordeaux Métropole, comme d'autres collectivités. En l'occurrence, nous avons des accords de coopération avec Douala au Cameroun et avec Hyderabad en Inde. Et dans le cadre de ces accords de coopération, on définit des actions que l'on souhaite cofinancer ou que l'on souhaite développer. Et en l'occurrence, je vais vous prendre un exemple de Douala. Nous avons pu cofinancer la rénovation du bloc opératoire de l'hôpital La Quintini et donc financer dans ce cadre le volet eau et assainissement. Donc grâce à ce dispositif Oudin Santini, ce bloc opératoire qui était dans un état d'insalubrité très impressionnant a pu devenir un véritable bloc opératoire aux normes chirurgicales, je dirais, internationales. Et là, actuellement, nous sommes en train de financer une maison des familles, toujours dans ce même hôpital, puisqu'il faut savoir que les familles en fait, parcourent des centaines de kilomètres pour avoir accès aux services de l'hôpital. Et donc, quand elles viennent avec leurs enfants hospitalisés, elles dorment sur place, dans le parc, elles cuisinent sur place, donc sans qu'il y ait aucun dispositif, on va dire, qui leur permette simplement de vivre dans des situations convenables. Et donc, on a choisi de cofinancer une maison des familles, donc un lieu d'accueil pour ces familles qui peuvent, le temps de l'hospitalisation de leur enfant, se poser et se reposer et être au chevet de leur enfant. Question un peu plus politique, mais quels sont les bénéfices pour vous, collectivité, à votre niveau, de vous tourner vers ces enjeux-là, de ces initiatives, parce qu'il faut faire le choix, c'est pas dans vos prérogatives, vous avez déjà plein de compétences. Pourquoi vous avez cette envie-là d'aller à l'international ? Je crois tout d'abord qu'on ne peut pas fermer les yeux sur la réalité de ce qui se passe en dehors de notre territoire. La question de l'eau, tout comme la question du climat ou la question de la biodiversité, est un enjeu qui nous dépasse bien largement et pour lesquels les interactions sont multiples. Donc déjà, c'est simplement, je dirais, une question de solidarité internationale et on va dire de responsabilité de la part d'un territoire et d'une collectivité qui, malgré tout, se situe dans un pays qui a cette chance aujourd'hui d'avoir accès à l'eau potable. Quand on ouvre le robinet, on a de l'eau et on ne se rend pas assez compte de cette énorme chance que l'on a. Donc dédier une petite part, je dirais que pour nous, en tout cas, c'est le minimum que l'on peut faire par rapport à un enjeu capital et qui peut vraiment avoir un effet levier pour le développement de ces territoires. D'accord. Vous avez cité quelques-unes de vos interventions. Je crois que la plupart se situent en Afrique géographiquement, c'est ça ? Oui, essentiellement effectivement en Afrique subsaharienne. Néanmoins, on a pu cofinancer des projets au Cambodge ou au Pérou. Mais bien évidemment, la liste des pays qui malheureusement a les niveaux de pauvreté les plus importants se situe sur le continent africain. Et les problématiques. Est-ce que vous avez une idée du budget, puisque c'est 10 ans après, on peut faire un bilan du budget mobilisé et voilà, des retombées, même si encore une fois vous avez cité des exemples. Quel bilan vous faites au bout de 10 ans ? Donc, comme je le disais, c'est une enveloppe que nous avons fléchée de 200 000 euros par an. Donc on est autour aujourd'hui de 2 millions d'euros qui ont pu être mobilisés sur ces 10 ans. On est très heureux aussi d'avoir pu consolider la possibilité de poursuivre ce dispositif avec le passage en régie de notre service d'eau et d'assainissement. Donc c'est un dispositif qui va se poursuivre. Et par ailleurs, puisque le dispositif Oudin Santini a quand même fait ses preuves depuis 2005, la loi a permis au fil des années d'étendre son financement solidaire à d'autres politiques publiques, donc les déchets, l'énergie et depuis peu les mobilités, même si on attend encore quelques décrets d'application. Et donc Bordeaux Métropole a décidé de s'engager sur le volet déchets à minima dans un premier temps, sur les mêmes modalités, puisqu'évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, la question de l'accès à l'eau et de l'assainissement, si on ne traite pas parallèlement la problématique des déchets, qui est une source de pollution majeure et qui bien souvent engendre une insalubrité de l'eau aussi, notamment dans les territoires urbains, dans les grandes villes, notamment africaines, bien sûr, on ne peut pas agir avec une pleine efficacité, donc on va pouvoir le mobiliser aussi, ce dispositif. L'action reste très limitée. Merci beaucoup. On va rentrer dans le détail d'initiatives avec messieurs qui sont là pour nous raconter un petit peu ce qu'ils font sur le terrain. N'hésitez pas à intervenir aussi, puis à
à compléter, à nous dire un petit peu les critères en fonction desquels vous choisissez certains projets. Charles-Michel Vigier, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes ingénieur en charge des projets eau et électricité chez APV Togo. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu vos missions et aussi ce que vous avez mis en place sur le terrain? Si vous avez, on peut vous donner un micro. Ah ben vous en aviez un à vos pieds. Donc les missions d'APV Togo. Et peut-être effectivement que vous avez des images à nous montrer. 1, 2, 3. C'est encore mieux en photo. On vous entendait avec. Allez-y, je crois. Donc, je suis en charge des projets techniques. Peut-être un tout petit peu plus vers le bas, comme ça, votre micro. Oui. Super. Donc, chez APV. APV Togo est une association récente et ancienne à la fois, puisqu'elle est héritière d'une grand-mère qui avait installé une léproserie au Togo, léproserie qui existe toujours. Il y a encore 4 ou 5 lépreux qui sont en fin de traitement. Et donc, on a repris le collier il y a une dizaine d'années, mais sur d'autres sujets. Donc, le sujet principal, bien évidemment, c'est l'eau. Et peut-être faire défiler le diapo. Voilà, parfait. Alors là, on a vos missions, hein, peut-être sur lesquelles vous intervenez. Donc, on intervient sur l'eau et l'assainissement en priorité, mais pour les pompes, il faut de l'électricité. Donc, on est amené à construire des lignes électriques ou installer maintenant de petites centrales solaires. Et on avait une demande locale en optique pour la vue. Et on est accompagné d'un professionnel de Dordogne, les établissements Lachal, qui chaque mission nous envoie 4 opticiens, ce qui nous permet d'équiper à chaque mission environ 600 personnes avec des lunettes adaptées. Le secteur de l'éducation n'est pas oublié. Là aussi, ce sont des demandes locales. Et on a construit notamment dans un village un jardin d'enfants, c'est-à-dire une école maternelle. Et aujourd'hui, on essaye, un peu à la demande de nos financeurs, de structurer le devenir de toutes ces installations, et notamment dans le secteur de la formation, mais pas seulement. On essaye de favoriser l'implantation de coopératives qui peuvent continuer le travail sur le terrain, et notamment la gestion des installations que l'on met sur place. Le Togo, bon, je ne vais pas vous le présenter. Nous, on intervient au bout de la flèche. C'est à peu près à 100 km de Lomé. C'est le début des plateaux. Donc, on n'est pas dans la nappe phréatique de bord de mer. Et la nappe phréatique alluviale, les nappes phréatiques sont un peu plus difficiles à trouver. Donc, le forage, vous voyez le petit panneau remerciant qui se trouve sur le... Parce que là, vous nous parlez plus précisément d'un projet donc, qui a été financé notamment par Bordeaux Métropole dans le cadre du dispositif. Les projets qui ont été financés par Bordeaux Métropole notamment, les projets sur des villages qui sont donc à 100 km de Lomé, 2 villages notamment. Qu'est-ce que vous avez mis en place plus précisément? On a mis en place donc un forage avec une adduction d'eau, ce qui permet bien évidemment aux femmes du village d'éviter la corvée qui a été décrite maintes fois, la corvée qui consiste à aller chercher l'eau au marigot, sachant qu'il n'y a pas d'autre source d'eau potable. On a travaillé aussi avec... on fabrique sur place des latrines donc pour l'assainissement.
Et donc, ce projet va évoluer aussi un peu en fonction des expériences de chacun, de chaque association. Donc ça, c'est le projet d'Optique qui nous motive et pour lesquels on organise tous les 6 mois 2 missions importantes. Dès que c'est possible, un médecin et une infirmière nous accompagnent. C'est intéressant parce que ça nous permet de suivre la santé des enfants de ces villages. Et on a notamment constaté qu'il y avait une grande différence entre, on en parlera peut-être à la fin du diaporama. Donc, au niveau de l'éducation, une école jardin d'enfants a été installée et on a organisé, compte tenu du fait que ces investissements peuvent être amortis sur plusieurs villages, on a organisé un ramassage scolaire avec un triporteur pour les enfants de 4-5 ans qui ne peuvent pas faire de longues distances à pied, et ça fonctionne très bien. D'accord. Et les familles sont contentes. On s'appuie bien sûr sur les comités de développement, les comités villageois de développement qui nous indiquent leurs besoins et qui ensuite font vivre les installations. Ce qui est intéressant, cette courbe IMC que vous connaissez tous, eh bien, le médecin qui nous accompagne l'a utilisé pour suivre le développement des enfants. Et ce suivi va nous servir d'indicateur. On a constaté, là vous le voyez mal sur ces courbes, mais on a constaté que le village où le forage a été installé, on a vu quelques images tout à l'heure, il y a 6 ans, eh bien, dans ce village, les enfants sont dans un état physique pratiquement normal. Et alors que dans le deuxième village où l'installation ne date que de 2 ans, eh bien, on a constaté une différence importante au niveau pondéral des enfants de ce deuxième village. Donc il y a eu des effets immédiats sur la santé publique. Avec le forage, il y a eu des effets immédiats sur la santé publique, c'est ce que vous dites. Ça se mesure en l'espace de 2 ans. D'accord. Et sur le 3e village, où il n'y a pas de forage, eh bien, les enfants sont dans un état beaucoup plus défavorable que dans les 2 autres villages. D'accord. Donc, cet état sanitaire va nous servir aussi d'indicateur pour confirmer l'intérêt, bien sûr, d'utiliser des forages d'eau potable rapidement. Le but de ce forage et de vos installations, c'était de pouvoir rendre le village autonome, en fait, dans son accès à l'eau, c'est ça? Voilà. Donc, d'abord, le besoin souvent qui est exprimé, c'est le besoin d'un barrage pour irriguer. Mais le premier besoin, eau potable, les gens n'y pensent pas. Ils ont l'habitude d'aller chercher depuis des lustres l'eau au marigot. Les conséquences, ils ne les voient pas directement. Et il faut vraiment, pour le village en question d'Avé, pour lequel on a le nouveau projet, il a fallu insister auprès du comité villageois pour dire non, votre priorité, ce n'est pas le barrage, votre priorité, c'est l'eau potable. C'est l'eau potable. Ils n'en avaient pas conscience. Qui est le premier, évidemment, des besoins, mais ça mérite d'être redit. Ils pensent plutôt effectivement à leurs activités agricoles en premier lieu. Ouais. Merci beaucoup et n'hésitez pas à revenir avec des exemples sur ce que vous faites. Colline McDonald, je vous donne la parole. Même question pour vous avec Dynamo. Racontez-nous votre action sur le terrain. Je crois que vous aviez plutôt un exemple qui se situe au Maroc, c'est ça ? Oui, bonjour tout le monde. Donc moi je suis Colline McDonald, je suis le président d'une association Dynamo, qui est une association bordelaise et même de Bordeaux-Bastide. Donc on est vraiment d'ici, vraiment implanté dans le quartier. C'est une association qui a été créée en 2010, une association créée par des techniciens des métiers de l'eau.
Je suis chef d'entreprise d'une société dans l'eau. On est plusieurs techniciens à avoir monté ça. Et parce que notre métier en fait de technicien de l'eau qu'on utilise aujourd'hui partout ici à Bordeaux, ben, c'est crucial dans certains pays, vital comme l'a expliqué monsieur. Et voilà, donc nous intervenons dans tous les pays, là, Togo, Maroc, Sénégal, mais plus particulièrement dans les écoles. D'accord. On intervient dans les écoles pour ce qu'a expliqué Madame Papin tout à l'heure, notamment des gros problèmes pour les filles. Lorsque les filles commencent à avoir leurs règles à 12 ans et qu'il n'y a pas de service, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de service d'hygiène, mais il y a une déscolarisation de 80% des filles au bout de 3 mois. Ah oui. Donc voilà, nous, nos projets sont concentrés là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On crée des forages, on monte des blocs sanitaires et on fait des systèmes d'assainissement. Il faut toujours faire, quand on amène de l'eau, toujours amener des systèmes d'assainissement, comme on l'a dit tout à l'heure. Ben, toutes les maladies liées à l'eau, aujourd'hui ici oubliées, mais dans ces pays-là très présents. Donc voilà ce qu'on fait. Pour vous donner une idée, depuis 2010, on a fait à peu près entre 15 et 17 écoles, avec une moyenne en ce moment de 3 écoles par an. On a touché plus de autour de 15 000 enfants. Et sachant que les premières écoles qu'on a fait en 2010 fonctionnent aujourd'hui, tout fonctionne encore. Et chaque année, il y a des nouveaux élèves et on permet aux filles notamment de rester à l'école. Mais 80% de rescolarisation des filles. Et on a même quelque chose qui nous est arrivé, c'est que dans la première école où on en a fait, il y a une des filles qui est devenue institutrice dans l'école où on était installé. Prolonge le travail. Donc voilà, on fait ça. Et là, cette année, on va travailler. Donc Bordeaux Métropole, on vient de répondre à l'appel à projet, un avis favorable de Bordeaux Métropole que je remercie aujourd'hui, mais pour un projet au Maroc, dans la province de Sidi Benour, où on va de nouveau partir sur un nouveau projet. Et là, on intègre, nous, dans tous nos projets, ce qu'on appelle de l'ECSI. Alors l'ECSI, c'est l'éducation citoyenne à la solidarité internationale. Donc dans chacun de nos projets, on fait intervenir une école en France, qu'on met en lien avec l'école où on intervient, de manière à ce qu'il y ait des échanges entre les enfants de là-bas et les enfants d'ici. Il s'avère que mon fils, qui est à l'école Billy Holiday, qui est juste à côté, et donc l'association des parents d'élèves, qui est ici dans la salle aujourd'hui, et l'école, voilà, on va mettre en place un partenariat pendant 3 ans pour accompagner tous ces projets. Il faut savoir qu'un projet, un projet humanitaire comme les nôtres, ça dure en moyenne 3 ans. Enfin, je dis 3 ans, mais 2 ans le partenariat. Il y a 1 an en fait de diagnostic et de recherche de fonds. La levée de fonds est longue et compliquée. Alors sur certains projets, l'année dernière, on a fait 4 écoles en même temps au Togo. Il a fallu 4 partenaires financiers, donc 4 dossiers, 4 commissions. Tout ça, c'est très long. Avant ça, il y a une étape de diagnostic, parce qu'on arrive quand même avec pas mal d'argent, pas mal de projets, il faut qu'on aille voir sur place, il faut faire attention à des manipulations politiques qui peuvent poser problème. Identifier les besoins. Voilà, et ensuite on intervient, on fait le projet. Donc en gros, un projet en moyenne, c'est 3 ans. Et vous construisez les futures solidarités à venir avec les petits Bordelais. Et on imagine aussi que sur place, il ne s'agit pas juste d'arriver avec des infrastructures, mais il y a aussi de la formation, de la sensibilisation. Ça fait partie aussi de vos missions ? Oui, en fait, ce qui est très important, c'est de pérenniser les projets. Il y a beaucoup de projets dans le domaine humanitaire qui tombent à l'eau parce que, pour plein de raisons politiques, la clé, c'est cette pérennisation, c'est de ne pas venir avec nos idées préconçues, mais de s'adapter aux pays dans lesquels on intervient. On ne va pas faire la même chose au Togo qu'au Maroc. Et on ne va pas faire la même chose au nord du Maroc qu'au sud du Maroc. En fonction, vraiment, on doit faire participer d'entrée les populations locales. Chaque fois qu'on fait un projet, on fait créer une association sur place de parents d'élèves pour monter un COGES. Alors un COGES, ça passe un peu sorcier, mais ça veut dire un comité de gestion qui permet de piloter les installations. Et ce COGES, d'entrée, on le fait intervenir à nous aider à trouver les entreprises locales. Trouver l'entreprise de forage qui peut faire ça, où on trouve les matériaux, trouver des entreprises qui peuvent nous faire de devis, avec lesquelles on peut travailler. Pourquoi ? Parce que quand le projet est terminé, il faut que les acteurs, l'association puisse se débrouiller si par exemple une pompe tombe en panne. Le fait de les avoir guidés, de les avoir amenés avec nous, trouver les entreprises, ils savent comment aller chercher ça. Et on met en place des petits comités où ils arrivent à récolter des fonds aussi pour avoir un peu de fonds en cas de défaillance mécanique. Et après, on les sensibilise à l'hygiène, à l'assainissement, au traitement, à la gestion. Et c'est ce qui permet de faire durer les projets longtemps.
D'accord, merci beaucoup. On y reviendra effectivement sur. Vous vouliez dire un mot pour compléter, allez-y. Je ne sais pas si je peux rebondir, mais effectivement, c'est très important, je pense, ce que vous venez de dire, et c'est vraiment au cœur de notre analyse. Hein, quand on a les projets qui sont déposés dans le cadre de notre appel à projet, on mène, on va dire, une double analyse du projet, une analyse technique au regard effectivement de la proposition. De réponse technique qui est envisagée. Donc, on a nos services d'eau et d'assainissement internes, hein, puisqu'on a la compétence à Bordeaux Métropole et maintenant à la régie. Et on a aussi une analyse plus relations internationales du contexte géopolitique, effectivement des acteurs impliqués localement. Et on a aussi ces deux aspects que vous avez évoqués qui sont particulièrement importants. La question du suivi, évaluation, c'est-à-dire comment dans la pérennité du dispositif dans le temps. Donc, qu'est-ce que le porteur de projet envisage pour avoir cette garantie d'un bon fonctionnement ensuite. Et la question sensibilisation et communication aussi envers nos publics. Vous avez évoqué effectivement ce très beau partenariat avec une école bordelaise. On est très sensible à cette question parce que l'idée aussi, c'est d'avoir bien sûr cet échange à travers ce dispositif, que les Bordelais, que les métropolitains aussi prennent conscience de l'importance de la ressource en eau, de l'importance de l'accès à l'eau et à l'assainissement à travers les projets qui finalement ils cofinancent en quelque sorte de manière indirecte. Ça leur permet aussi de faire le point peut-être sur leurs propres pratiques et usages. Merci beaucoup. On va prendre un peu de recul aussi sur ces projets avec vous, François Auroux, hydrogéologue chez Hydrauliques sans frontières. Alors expliquez-nous comment vous fonctionnez quand vous montez un projet sur le terrain, comment ça se passe. Oui, alors vous m'entendez, bonjour à tous. On vous entend bien. Donc en fait, on aura deux petites séries de diapos, une série qui présente Hydrauliques sans frontières, oui. Une série qui parle d'hydrogéologie, mais de manière très générale et la plus concise possible. Voilà. Donc moi je suis François Auroux, hydrogéologue de métier depuis très longtemps, et j'ai rejoint Hydrauliques sans frontières depuis quelques mois, et notamment pour travailler sur des projets plutôt en Afrique, on va dire. Donc qui est Hydrauliques sans frontières ? C'est une association qui a été créée il y a relativement longtemps, en 1990, par des ingénieurs hydrauliciens très compétents au niveau des grands barrages à Chambéry. Donc il y a un fond très technique à Hydrauliques sans frontières, c'est ce qui m'a plu aussi en fait. Il y a une 60aine de bénévoles actuellement plutôt que 40, et puis peut-être 20% de bénévoles actifs, c'est-à-dire qui vont porter des projets et les développer. On a aussi des salariés, 5 ou 6 salariés, donc dont un salarié à Madagascar, donc qui nous donne qui nous décharge une certaine somme de travail administratif, hein, notamment pour les bénévoles. Ensuite, nos métiers, je dis nos métiers, oui, parce que ce sont des métiers, donc c'est un peu de mes confrères et collègues, c'est-à-dire c'est l'alimentation en eau potable, l'assainissement, la gestion des déchets, plutôt axé sur les pays qui sont le Bénin, Togo, Madagascar, Sénégal, Burkina Faso notamment et Bolivie. Voilà. J'ai une autre diapo qui va présenter des réalisations dans les 3 domaines d'activité d'Hydrauliques sans frontières, donc dans le domaine de l'eau potable, et c'est assez intéressant parce que pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce type de réalisation, c'est assez initiatif. Vous avez un forage équipé d'une PMH. Alors un PMH, c'est une pompe à motricité humaine, c'est-à-dire que c'est quelqu'un avec une pompe qui va manœuvrer et faire remonter l'eau. Vous avez des bornes fontaines monétiques, ça se fait de plus en plus, c'est-à-dire que les villageois viennent avec une carte et ils vont par exemple payer leur consommation d'eau. Vous avez aussi des bornes fontaines, et puis en bas, vous avez une machine de forage qui fait un forage d'eau. Hein. Donc, c'est des machines qui ressemblent à celles que nous avons aussi en Europe et en France. Voilà, et bien sûr, pour la distribution de l'eau, il faut des châteaux d'eau. Alors là, on rentre plus dans les problèmes techniques, c'est-à-dire un forage, est-ce qu'on envoie l'eau directement ou pas ? Est-ce qu'on fait un réservoir pour avoir une certaine quantité d'eau stockée et qui fonctionne par gravité ? Ça, c'est le domaine de l'eau potable. Je vais relativement vite, hein, parce que je crois que le temps est compté. Allez-y. Ensuite, il y a l'assainissement. On en a parlé, c'est fondamental aussi. Et je rajoute que pour les jeunes filles, c'est vraiment fondamental, comme vous le dites à juste titre. C'est-à-dire que les jeunes filles de 10-12 ans, quand il n'y a pas de toilettes, elles vont aller dans la forêt, on va aller à l'extérieur, mais elles vont être, comme partout dans le monde, embêtées par des garçons. Et donc, elles préfèrent rentrer chez elles, ce qui fait qu'elles quittent l'école et n'y reviennent pas. Donc le système des latrines, alors que ce soit des latrines, différentes typologies de latrines, hein, ce sont des ouvrages relativement simples, hein, donc c'est-à-dire des fosses parfois où on sépare les matières solides des matières liquides, où on peut aussi valoriser la matière solide en compost, valoriser la matière liquide, l'urée qui est riche en azote, etc. Bon voilà, donc il y a plusieurs techniques d'assainissement, mais effectivement c'est fondamental dans le niveau scolaire, et notamment, j'insiste aussi, pour les petites et grandes filles
sinon elles sont obligées de rentrer chez elles. Voilà. Et ça, c'est vraiment du concret. Le troisième domaine d'activité, donc c'est dans la gestion des déchets. Et là, on a un très beau projet à Madagascar qui part vraiment de la collecte du déchet jusqu'à la valorisation notamment des matières organiques, c'est-à-dire des matières fermentescibles pour faire du compost. Et puis avec ensuite, bien sûr, le compost, vous pouvez l'utiliser comme vous le faites peut-être chez vous pour le maraîchage, pour l'agronomie. Voilà. Donc 3 domaines d'activité, l'eau potable, l'assainissement, les déchets. Peut-être dire comment fonctionne Hydraulique sans frontières. On ne part pas seul sur le terrain, bien entendu. On s'appuie sur... C'est généralement une ONG locale ou une association qui fait appel à Hydraulique sans frontières parce qu'elle a un besoin, parce qu'elle a un projet. Et ensuite, on va les aider dans l'étude de faisabilité. On va aller les voir sur le terrain aussi pour évaluer la faisabilité technique et aussi économique. Et en fonction de ces éléments, on va aller chercher de l'argent parce que le nerf de la guerre reste là. Donc c'est nous, Hydraulique sans frontières, qui allons chercher de l'argent et notamment un de nos gros bailleurs. Il y a mes collègues qui sont ici. C'est notamment les agences de l'eau. Hein, c'est ça qui nous subventionne. Et après, il y a des fondations d'entreprises. Et puis d'autres, nous l'espérons. Voilà, hein, il faut pas mal de sous. Voilà. À cette table-là, j'ai 4-5 collègues, voilà, dont le nouveau délégué régional Sud-Ouest, puisque la délégation Sud-Ouest à Bordeaux est relativement récente. Voilà. Donc, quelques diapos après, sans trop vous ennuyer sur l'hydrogéologie, puisqu'on m'a demandé de présenter quelque chose rapidement. C'est quelle ressource en eau? Alors vous savez, la ressource en eau... C'est ce que j'allais vous demander, parce qu'en fait, on se demande parfois, question peut-être un peu bête, mais encore faut-il qu'il y ait de l'eau. On dit souvent que dans certains villages, dans certaines régions, il faut partir loin pour avoir tout simplement de l'eau potable. Comment vous faites? Vous faites un diagnostic sur place, vous avez ces cartes-là, vous avez une bonne documentation? Alors, c'est une bonne question. Et je dirais... il y a de l'information. Vous voyez, par exemple, au Togo, quand on cherche dans les archives, on a de très beaux documents avec des cartes géologiques, des documents de synthèse, des forages qui existent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette diapo, c'est pour vous dire quelle ressource en eau. Est-ce que c'est une eau de surface ou une eau souterraine? Et c'est surtout la complexité. Monsieur Vigier, hein, c'est bien ça. Vous parliez du Togo notamment. Eh bien, c'est très contrasté. Le Bénin, qui est à côté, où nous y étions il y a 3 semaines, c'est très différent aussi. Vous avez la grande plaine sédimentaire où, globalement, c'est de l'eau contenue dans des alluvions, ce qu'on voit un petit peu sur ce schéma-là, et on sait que potentiellement il y a de l'eau, vers une centaine de mètres de profondeur. Et puis ensuite, quand vous montez dans le nord, il n'y a plus ces sédiments, on rentre dans des massifs qui peuvent être volcaniques ou des roches dures, fracturées, et là, la recherche en eau est beaucoup plus complexe. Et ça, je pense que dans certains cas, on n'a peut-être même pas besoin d'hydrogéologues, je vais jusqu'au bout, mais dans d'autres cas, ça demande vraiment des études très complètes. Donc, et pour répondre à votre question, parfois on a de l'information, parfois on n'a rien. Nos collègues qui étaient au Togo là récemment, si vous voulez, ils ont travaillé au sud et dans le nord. Dans le nord, on a été voir est-ce qu'il existe des sources, est-ce qu'il y a des forages existants, est-ce qu'on peut mesurer des niveaux d'eau, est-ce qu'on a potentiellement une ressource aquifère, une nappe. C'est pareil en France. En Bretagne, peu de ressources en eau souterraine, on va chercher l'eau plutôt en surface. En Aquitaine, on a beaucoup de chance, on a plusieurs nappes superposées. Voilà. Donc ça, c'est important. Quelles ressources en eau qu'il faut protéger, bien entendu. Alors ensuite, c'est un peu pour répondre à votre question, quelles études et quels travaux? Oui. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont hydrogéologues ou étudiants en hydrogéologie. Après, c'est une démarche, je dirais, qui part de la recherche documentaire. On peut faire de la prospection avec des appareils assez pointus, comme pour le pétrole, de la géophysique. Enfin, tout fait les mêmes, mais c'est de la prospection géophysique. Ensuite, on fait des sondages de reconnaissance, on va faire des forages, on va tester l'eau, on va l'analyser, etc. Et j'insiste aussi sur le fait qu'Hydraulique sans frontières travaille beaucoup avec des partenaires locaux. Hein, c'est-à-dire qu'on va établir les cahiers des charges, on va discuter avec nos collègues, comme on l'a fait il y a 3 semaines au Bénin. On a choisi avec la fondation locale une entreprise, et avec une entreprise qui sait faire du forage, un jeune hydrogéologue, je suis sûr, qui connaît parfaitement nos métiers, et on va les appuyer, les aider en fonction de leurs besoins. Voyez, hein, donc on ne fait pas forcément les études de nous-mêmes, ce n'est pas notre vocation. Voilà, et ensuite, c'est la dernière diapo. Alors voilà, je voulais vous dire, voilà, quel mode de captage, quelle source d'énergie. Alors, le mode de captage, vous voyez, dans les villages africains, les puits, et ça, vraiment, c'est des ouvrages exceptionnels. Il faut imaginer des puits de 3 mètres de diamètre, 70 mètres de profondeur, creusés de main de l'homme. Mais ces puits s'arrêtent
à la première arrivée d'eau, parce que sinon le puits s'écroule. Donc on part sur des forages qui nécessitent d'une machine de forage, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc d'autres moyens. Hein. Et en fait, il faut... ça, c'est la partie captage. Et l'autre partie fondamentale, c'est l'énergie, bien entendu. Est-ce qu'on est sur une pompe manuelle? Pourquoi pas, ce qu'on appelle les PMH. Ou est-ce qu'on passe sur des pompes dites électriques? Et dans ce cas-là, il faut une source d'énergie. Et donc là, hier, on était au Forum de l'eau, ou avant-hier plutôt, il y en a beaucoup travaillé avec des électriciens, vous voyez? Parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir les sources d'énergie. Bien entendu, si possible, du renouvelable, donc plutôt du solaire, etc. L'autre point fondamental, c'est l'entretien de tout ce matériel, parce que malheureusement, et mes confrères et collègues, vous l'avez noté, on a fait de nombreux forages, Bénin, Togo et ailleurs, et j'en ai vu, on en a vu encore beaucoup, qui malheureusement ne fonctionnent pas. Et là, on a lancé, avec notre fondation partenaire locale, si vous voulez, une phase vraiment de diagnostic. Là, on va rentrer dans les études telles qu'on les fait partout, c'est-à-dire on va démonter le forage, regarder la pompe, passer une caméra immergée pour voir l'état de la crépine, faire des tests de pompage et se dire pourquoi, bon sang, ça ne fonctionne pas. Et pour terminer, et c'est fondamental surtout avec le dérèglement climatique, c'est effectivement la pérennité des ouvrages et surtout surveiller la qualité de l'eau. Je pense que je me tourne vers mes collègues. L'an dernier, j'avais été au Togo, j'avais vu un niveau d'eau gravé sur un forage en 1980. En 2022, eh bien, si je compare, la nappe avait baissé de 20 mètres au Togo, dans la plaine alluviale. Donc, si les mesures sont justes, ça veut dire que si vous voulez, si le niveau d'eau de la ressource a baissé de 20 mètres, c'est d'une part, on affaiblit la ressource, c'est-à-dire que potentiellement, on la surexploite peut-être. Et le risque, alors c'est un risque vraiment un peu technique, mais si vous voulez, comme c'est au contact de la mer, c'est que vous avez l'eau de mer qui est plus lourde et qui peut éventuellement passer au-dessus de l'eau douce. Et ça, c'est des phénomènes irréversibles. Donc je dirais que notre rôle, nous, d'hydraulique, d'association, et je terminerai là-dessus, c'est aussi de comment on communique notre information, nos données que l'on acquiert sur le terrain aux administrations locales, aux hydrauliciens locaux. Et c'est une vraie réflexion, c'est-à-dire que notre information, elle ne nous appartient pas. Les villageois vont maintenir les forages, mais qui va valoriser vous voyez, voilà, j'ai terminé, merci. Et vous le disiez, le levier, c'est peut-être les ONG locales sur lesquelles vous vous appuyez. J'imagine que dans tous les dossiers, tous les projets que vous montez, il faut s'appuyer sur les techniciens et les associations locales pour assurer le suivi. Oui, mais si vous voulez le suivi, c'est-à-dire que l'association, comme vous disiez à juste titre, il y aura par exemple des gens qui vont s'occuper de la gestion du forage, de la pompe, du groupe électrogène. Mais la gestion globale de la ressource, ce qui est fait en France par le BRGM, par l'Adréal, par le département, avec le SMEGREG en Gironde, par exemple. La gestion globale de la ressource. Faut imaginer que la nappe, une nappe d'eau souterraine, c'est sur, comme les plaines alluviales du Togo-Bénin, c'est sur des centaines de kilomètres carrés, mais c'est une ressource en continuité aussi avec l'amont et avec la mer. Et donc, c'est suivre les niveaux de nappe, ne pas surexploiter. Ça, c'est remonter l'information aux administrations, c'est ça que je veux dire. Mais de quelle manière, c'est pas simple. Donc, il y a aussi un enjeu sur peut-être l'export du modèle français. Mais je crois qu'il y a des exemples au Sénégal, non, de systèmes de gestion à la française qui a été exporté aussi, peut-être. Céline Papin, vous vouliez dire un mot dans ce sens? Oui, je voulais juste dire un mot sur effectivement cet enjeu de formation et de partage d'expertise, donc qui peut se matérialiser aussi dans des projets de coopération décentralisés dans d'autres aspects. Ça peut être effectivement d'avoir on va dire des hydrogéologues ou des experts qui peuvent venir en formation en France dans nos services, ou des coopérations universitaires aussi qui existent bien sûr dans les écoles concernées. Donc ça permet bien sûr, moi par exemple à Douala, je sais qu'un des adjoints qui est en charge de l'eau et de l'assainissement a fait toute sa formation en France, c'est hydrogéologue justement, et donc ça aide aussi à on va dire envisager le suivi du projet dans la durée, et justement cette question de la pérennité de la ressource et aussi de la qualité de l'eau, parce qu'on a cette problématique après derrière. Oui. Effectivement, comment garantir la pérennité de l'eau quand les dispositifs ne sont pas forcément en place pour assurer un suivi au long cours. Donc c'est vrai que pour ce qui est du Sénégal, je crois que vous faites référence peut-être à un projet de la région qui a effectivement une coopération avec le Sénégal. Il me semble qu'ils ont mis en place effectivement un projet autour de
d'une mise en place de gouvernance autour du fleuve, il me semble. D'accord. Charles-Michel Vigier, Colline MacDonald, si vous vouliez, voilà, vous aussi, avant qu'on passe aux questions du public, dire un dernier mot sur cette question du suivi, même si vous l'avez dit un petit peu, la question de la pérennité, parce que c'est très bien d'aller sur place et d'aider, mais encore faut-il que ça soit utile sur du long terme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un vrai décalage entre ces pays-là et nous. Aujourd'hui, vous voyez bien, depuis 1 ou 2 ans, on a entendu parler de sécheresse l'année dernière. Depuis 1 ou 2 ans, on parle de plus en plus dans les médias de problématiques de gestion de la ressource en eau. Il faut savoir qu'ici en Gironde, cette problématique, elle est connue depuis 20 ans. Monsieur a évoqué le SMEGREG tout à l'heure. Ça fait 20 ans que des organismes ont été créés pour justement surveiller nos ressources et qui sont en train de, ici aussi, s'épuiser. Et pas forcément dû au climat, parce qu'on est sur une nappe phréatique profonde, mais dû à des surexploitations de la nappe, ce qui est d'autres problèmes. Ces problèmes-là, dans les pays émergents, vont y faire face aussi. Donc, ce sont des projets il faut essayer de faire prendre ça en compte. C'est très compliqué au niveau politique. Déjà, dans nos pays ici, c'est très compliqué. Alors, imaginez dans les pays... Il faut anticiper sur cette question de la préservation. On n'en est pas encore là. Aujourd'hui, on a 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau et à l'assainissement. Je crois que c'est plus même l'assainissement dans le monde. C'est plus. Donc, c'est colossal. En fait, l'enjeu est colossal. Ici, on a un peu oublié tout ça, mais l'enjeu est colossal. L'enjeu est colossal et peut-être que quand on n'a même pas accès, on ne pense pas encore à l'étape suivante qui est la préservation globale de la ressource. Charles-Michel Vigier, vous voulez ajouter un mot ? Oui, nous, on s'appuie sur les comités villageois de développement, mais on envisage d'organiser des villages proches, d'organiser des coopératives, une coopérative qui permettrait de suivre la gestion des investissements et de facturer aussi les services, de façon à avoir une caisse autonome, on l'a abordé, pour les réparations, mais pas seulement. Quand on parle d'investissement photovoltaïque, on sait que c'est du long terme, mais il faut facturer le service de façon, au bout de 20 ou 25 ans, à avoir un retour qui permette de remettre l'installation à neuf, quoi. Assurer peut-être un rendement, enfin du moins être sûr de pouvoir Donc on pense le faire sous la forme d'une coopérative. Des coopératives ont déjà une existence formelle dans certains villages, mais elles ne sont pas efficaces, quoi. Elles ne sont pas efficientes. Donc c'est un de nos objectifs d'assurer la pérennité par le biais d'une structure qui puisse être contrôlée. Encore plein de champs d'action à l'avenir. On va peut-être prendre quelques questions dans le public s'il y en a. Et surtout, n'hésitez pas de profiter de ce temps d'échange. Oui, monsieur, allez-y, un micro court jusqu'à vous. Oui, bonjour. Je m'adresse à Madame Papin. Quelle est la politique que vous pensez mettre en place par rapport aux zones rouges ? Quand on entend zones rouges, ce sont les zones sécuritaires qui sont définies par le ministère des Affaires étrangères. Est-ce qu'on intervient, on n'intervient pas ? Vous soulevez effectivement une question qui devient de plus en plus problématique, puisqu'effectivement les zones rouges ont tendance sont clairement en croissance. On a des zones aujourd'hui qui sont de plus en plus importantes et pour lesquelles malheureusement c'est là où l'enjeu souvent d'accès à l'eau est le plus important. Dans notre dernier appel à projet, on a choisi de ne pas écarter les zones rouges par principe. Certaines collectivités font le choix de les sortir clairement dans le cadre de leur règlement d'appel à projet. Cela étant, c'est vrai que sur ces zones-là, on va être extrêmement vigilant sur le porteur de projet, sur évidemment son expérience. Ce sont des zones dans lesquelles il va falloir on va privilégier des projets qui clairement vont être portés par des porteurs de projets qui ont une très longue expérience dans le pays, ont des relais locaux très, on va dire, très marqués, et aussi, bien sûr, on va s'appuyer sur l'avis de nos points d'ambassade
dans les pays concernés, qui vont nous faire un retour sur la faisabilité, parce que parfois c'est une question simplement, on va dire, à 30 km près, on va dire, on peut être sur une zone où on peut envisager d'intervenir ou non. Donc en tout cas, ça va vraiment se poser. On a bien sûr la question du Mali. Le Mali aujourd'hui, on ne peut plus y intervenir. Ça c'est clair. On a la demande ferme de toute façon de notre ministère des Affaires étrangères et on va s'y plier. Donc c'est bien malheureux pour la population malienne qui va en payer malheureusement le prix. Le Burkina, ça va devenir pas simple, mais bon, on espère pouvoir continuer encore à cofinancer des projets. Merci pour cette question. Est-ce qu'il y a d'autres points Je ne vois pas tout le monde, mais n'hésitez pas. Et sinon, moi, je me fais peut-être le relais. Est-ce qu'il y a des questions là-bas? Non. Ok. Peut-être le relais d'une question que les gens se posent. Comment vous aider, en fait, quand on est simple citoyen et qu'on n'est pas forcément engagé? Vous avez besoin de fonds, vous avez besoin de professionnels, vous avez besoin de bénévoles. Comment on peut vous aider? Permettez? Oui, je pense qu'on va être d'accord. On a à la fois besoin de bénévoles, effectivement, ouais. De bénévoles qui peuvent donner du temps et qui apportent. Alors c'est vrai que Hydraulique sans frontières est très métier dans le sens là, mais je pense que chacun peut apporter sa compétence parce qu'il y a beaucoup de dossiers administratifs aussi à faire. Puis bien sûr des sous. Alors c'est pas pour nous parce que nous sommes vraiment bénévoles, mais pour nos ONG locales, voilà. Moi je vous laisse compléter. Oui, moi peut-être un complément. En fait, on est sollicité assez régulièrement par des associations ou des collectifs d'habitants ou des comités de jumelage qui, bien sûr, ont le souhait de pouvoir développer un projet avec leur territoire ou un village qu'ils connaissent. Parce qu'ils ont des attaches familiales. Nous, souvent, ce qu'on leur conseille, c'est vraiment de se rapprocher alors à la fois de deux organisations qui sont le PSO et SO Coopération, parce que ce sont des réseaux régionaux multi-acteurs qui sont là pour conseiller les associations dans leurs projets à l'international. Et également, donc, éventuellement, d'envisager le portage de ce projet avec des acteurs. On en a... on en a quelques-uns ici, des porteurs de projets qui ont cette habitude et cette expérience, parce qu'on voit bien que le montage technique, les montages financiers, on ne peut pas se lancer comme ça. Voilà, on s'improvise pas, porteur d'un projet comme ça, d'accès à l'eau et à l'assainissement dans un pays. Je comprends, et on a bien vu effectivement qu'il y a des problématiques qu'on peut ne pas soupçonner. Donc on a envie de vous aider, mais via des structures qui existent déjà. Messieurs, alors comment les simples citoyens qui s'intéressent au sujet, à la question de l'eau? Donc, nous, chez Dynamo, justement, on a pensé à ça dès le début, en fait, avant de créer l'association. Alors, il s'avère qu'on on est technicien de l'eau, donc on a travaillé dans des grosses entreprises internationales de l'eau, et chacun avait leur propre fondation, et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et c'était strictement réservé aux des techniciens de ces entreprises, à des techniciens de l'eau. Chez Dynamo, on a voulu ouvrir. On a voulu pouvoir donner l'accès à des personnes qui ne viennent pas des métiers de l'eau et qui ont envie de faire quelque chose. Et on a intégré ça dès le début. Donc on est parti, sur chaque mission, on a 2 chefs de projet. On a un chef de projet qui est technicien de l'eau et un autre chef de projet qui n'est pas du tout, mais qui peut s'occuper, entre autres, de la recherche du financement, de la communication, des échanges avec les acteurs locaux, de l'ECSI. Donc on a besoin de plein de compétences. On a besoin de plein de compétences. On a besoin de personnes, juste comme aujourd'hui, on a un stand ici pour animer les stands, être présent, pour intervenir dans les écoles, mettre des opérations avec les enfants, donc on peut agir à plein niveau. Et après, on a besoin des fonds. Mais les fonds, aujourd'hui, il y a quand même des structures. On parlait de l'agence de l'eau, on parle de Bordeaux Métropole, il y a des appels à projets, on va chercher ces fonds-là. Il faut être structuré pour aller chercher ces fonds-là, c'est sûr, c'est long, c'est compliqué. Mais les fonds, au final, si on y arrive, on les trouve. C'est pas, il faut du temps. Mais les fonds sont là et il y a des structures. Bordeaux Métropole est un exemple. Ça fait 10 ans qu'ils font ça. Ils ont aidé beaucoup. Combien vous avez dit, 50 projets 53 projets. L'agence de l'eau, c'est, je sais pas. Et en plus, bon, juste pour préciser, on est en articulation avec l'agence de l'eau à Dour-Garonne sur cette instruction dans nos appels à projets. Donc ça facilite aussi quand même le travail des... Bien sûr. Les fonds, on les trouve. C'est le temps pour aller chercher ces fonds qui est une vraie problématique. Le temps et les petites mains, on a besoin de monter les dossiers. Voilà, on comprend bien. Et c'est utile, pourquoi pas. Il y aura peut-être des volontaires après ça, on espère. Oui. Monsieur Vigier. Juste un dernier point. Bien sûr, on a tous besoin de bénévoles actifs pour monter les dossiers, mais aussi pour compléter les fonds propres, on a besoin
de l'argent des bénévoles ou des donateurs. Il ne faut pas oublier que l'État finance pour les 2/3, sous la forme de réduction d'impôts, les dons qui sont faits à nos associations. Il est toujours bon de le rappeler. Oui, allez-y. Un chiffre, parce que j'ai oublié un chiffre qui est quand même très important. On a parlé de 53 projets, 2 millions d'euros. J'ai quand même oublié le chiffre peut-être le plus important, 500 000 bénéficiaires directs. C'est-à-dire qu'en 10 ans, on a 500 000 bénéficiaires directs qui, grâce à l'action de Bordeaux Métropole et d'autres cofinanceurs, ont pu avoir accès à l'eau et à l'assainissement. C'est pas mal de le dire, ça remet les choses à leur place. Pas de question qui est émergée entre-temps ? Non, eh bien, écoutez, c'est pas grave, vous avez répondu spontanément à tout. Céline Papin, si vous le souhaitez, je vous donne la parole en guise de conclusion. Mais vous l'avez dit, c'est une belle conclusion. Hein, je pense que c'est ça le message le plus important. Je crois que c'est ce qui vous réunit. C'est une action qui a un vrai impact et qui en plus repose sur l'engagement à la fois des institutions, mais aussi l'engagement associatif. Et donc c'est vraiment un effort conjoint pour répondre à cet enjeu majeur, l'accès à l'eau. C'est effectivement ce qui vous réunit, on se doute bien. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus nous présenter. On pourrait continuer, c'est évidemment toujours trop court, mais nous vous remercions et nous clôturons cet échange. Merci à tous de nous avoir suivis aussi. Il y a encore 3 conférences demain sur la préservation de la ressource. Merci pour eux. De la ressource dans la région, sur la protection des milieux naturels et sur la reconnaissance juridique du fleuve. Donc bonne balade sur le village de l'eau et je l'espère à demain. Merci beaucoup.